Nous sommes en pleine période des examens. On a commencé avec le CAP ce lundi. Les préparatifs ont commencé chez d'autres candidats déjà. Pour certains, c'est encore les cours. Mais quels sont les comportements qu'il faut avoir au dernier moment? Nous sommes avec Marcel Effon, le coach motivateur de tous les temps. Bonjour. Coach, comment allez-vous? Très bien, heureux. Bonjour, chers téléspectateurs. Et bonjour surtout les candidats qui nous suivent en ce moment, c'est capital. Et il faut les saluer spécifiquement parce que, oui, qu'on le veuille ou non, c'est la fin de l'année. Donc, ils doivent répondre à ces convocations d'examen. Convocations, vraiment. Oui, c'est des convocations. Ils sont convoqués alors à ces examens pour montrer en fait les connaissances qu'ils ont acquis au cours de l'année. Et pour parler en fait de ces derniers moments, nous n'allons pas en parler sans d'abord permettre aux candidats de savoir ce que c'est qu'un examen. Parce que les parents se préparent, les candidats se préparent, les établissements se préparent pour obtenir les meilleurs résultats, mais il arrive que les candidats ne savent pas en fait ce que c'est qu'un examen. Un examen, c'est le moment où on veut tester pour voir ce que vous avez appris au cours de l'année. Est-ce qu'il y en a que vous avez retenu? Est-ce que vous avez... Vous voulez dire que c'est simplement comme une simple évaluation, un devoir de classe, mais qui est maintenant nationalisé? Oui, qui est nationalisé parce que lorsqu'on dit que vous avez un CEPE, pour quelqu'un qui est au nord du Bénin à Tchoumi-Tchoumi, le CEPE doit avoir la même valeur que celui qui est du sud du Bénin, par exemple, à Cotonou. Donc, raison pour laquelle on doit aller à un examen pour être sûr que la majorité des candidats ou tous les candidats qui passent ce cap-là ont un minimum de connaissances. Je dis bien un minimum de connaissances. Et c'est précis. Il faut insister sur le thème minimum de connaissances parce que les candidats, en fait, n'arrivent pas à faire la nuance entre un examen et un concours. Ah ben voilà. Alors, il y en a qui se préparent pour un concours alors qu'il est question d'un examen. Et ils ont très bien travaillé, ils se sont bien préparés, mais le jour de l'examen, puisqu'ils se sont préparés pour un concours, ils passent à côté. Oui, naturellement. Mais moi, je me dis le concours est plus difficile que l'examen. Absolument. Si je me prépare pour un concours, c'est que je dois systématiquement réussir pour un examen. Non, vous ne réussissez pas systématiquement pour un examen parce que pour un concours, par exemple, il y a la durée. On veut avoir, par exemple, le candidat le plus rapide, par exemple. Donc, ce qui fait qu'on donne beaucoup de choses en un temps record. Alors, on veut voir les meilleurs candidats qui réussissent avec le peu de temps à faire beaucoup de choses dans ce temps-là. Vous comprenez, pour un concours, on a un nombre précis de personnes qu'on veut. Même si on a 1 milliard de candidats qui viennent, si c'est 2 personnes on veut les 2 meilleures personnes. Alors le candidat qui se prépare, qui se met en condition pour répondre à un concours, doit travailler sur sa rapidité, quand bien même celui qui va à un examen a besoin de travailler sur sa rapidité, mais le niveau de rapidité dont celui qui va à un concours n'est pas exactement la même chose. Le candidat qui se prépare pour un concours a besoin d'avoir des connaissances précises, mais sur beaucoup de choses parce qu'on veut le meilleur. Mais par contre, le candidat qui va à un examen, il s'en va montrer, oui, je suis allé régulièrement à l'école au cours de l'année, j'ai suivi régulièrement les cours et j'ai gardé alors le minimum que recommande la pédagogie pour pouvoir passer ce niveau dans ma vie ou dans mon cursus scolaire. Et je sais même que très souvent, quand on pose la question aux enseignants après une première composition, pendant les examens, ils disent souvent c'est pour l'élève moyen. Oui, c'est pour l'élève moyen. Ça a été toujours pour l'élève moyen. Mais il se fait malheureusement que les candidats oublient de se définir ce que c'est qu'un examen. Parce que si vous ne connaissez pas exactement ce que vous voulez, vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir. Il peut arriver que vous ayez déjà atteint les objectifs pour avoir cette chose, mais vous travaillez sur d'autres choses qui ne sont pas intéressantes pour vous, vous perdez parfois le temps. Donc un candidat doit faire la nuance en ces derniers moments entre un examen et un concours. Et heureusement, dans le cas d'espèce, nous avons affaire à des examens. Et ces examens, on doit le rappeler aux candidats, c'est montrer qu'on a été un bon élève, qu'on a été un bon apprenant, qu'on a suivi les cours et qu'on a gardé le minimum que la pédagogie recommande de garder. Et ce minimum qu'on demande de garder, normalement pour un candidat normal, qui se conditionne et qui se met dans les conditions d'un examen, devrait pouvoir le rendre dans le temps qu'on lui a donné. Alors, voilà une première question. Maintenant, qu'est-ce qui fait que des candidats qui sont brillants
ok, pendant l'année scolaire, passent à côté. Alors la majorité des candidats... franchement, c'est une question. Hein? La majorité des candidats passent à côté pour des raisons banales. Et ces raisons-là, la science aujourd'hui a démontré que la majorité de ces raisons se retrouvent alors dans les émotions que ces candidats entretiennent quelques jours, quelques mois avant ces examens-là, quelques semaines avant ces examens. C'est le stress? Le stress fait partie de ces émotions où le stress peut être la conséquence de certaines émotions. Mais parmi ces émotions, par exemple, nous pouvons citer la colère. Nous pouvons citer par exemple le dégoût. Nous pouvons citer par exemple la peur. Nous pouvons citer comme émotion toujours la surprise, la tristesse. Et quand nous parlons d'examen, nous parlons de tout examen. Nous parlons de tout examen. D'accord. Alors lorsque vous entretenez des émotions, comme ces émotions que je viens de citer, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas fini la liste. Il y en a qui sont des émotions primaires, il y en a qui sont secondaires. Et les émotions secondaires, c'est des émotions, par exemple, qui sont liées à la sociabilité des candidats. Et parmi ces émotions-là, nous avons par exemple la culpabilité, il y a l'envie, okay? Il y a la jalousie par exemple, il y a la honte. Il y a l'émotion par exemple sociale qui est liée à la fierté. Alors un candidat qui à quelques jours de ces examens se retrouve alors de façon démesurée dans une de ces émotions, se prépare quel que soit, je dis quel que soit son niveau en classe, il se prépare à ne pas réussir à cet examen. Parce que l'examen alors devrait être passé dans des conditions normales. Mais est-ce que ça revient uniquement, c'est uniquement le rôle du candidat de veiller à tout ça, de gérer ses émotions, d'éviter la colère, d'éviter la jalousie, d'éviter ci, d'éviter ça? Et l'entourage? Oui, en ce moment, nous nous adressons aussi bien aux candidats qu'à leurs parents, à leur environnement, aux enseignants, aux chefs d'établissement, tous ceux qui sont impliqués alors dans la réussite des examens. Et les candidats dont nous parlons, parfois à tort, ils pensent qu'ils sont en train de bien faire. Un candidat, par exemple, qui n'est pas avec ses parents, il veut montrer quand même. Parce que la peur d'échouer l'amène à montrer que lui, il joue son rôle. Donc, il passe tout le temps devant le cahier, il étudie. Voulez-vous dire que cet enfant qui a ce comportement sait déjà qu'il ne va pas réussir? Mais non, mais attendez, ce candidat, généralement, c'est des candidats qui sont exemplaires à l'école, qui sont réguliers, qui suivent normalement les cours, mais ils se préparent à quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui les attend le jour des examens. Le jour des examens, on veut savoir, comme je l'ai défini au départ, on veut savoir est-ce que c'est un candidat normal. Mais malheureusement, lui, il montre à la maison qu'il est quelqu'un d'exemplaire, qu'il est quelqu'un qui suit les cours, qu'il est quelqu'un, en fait, normalement, à qui on doit donner ce diplôme-là. Donc, le comportement qu'il a est un comportement pour satisfaire son entourage. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on lui demande. Alors, ce qu'on lui demande a peut-être besoin qu'il sourit toute la journée parce que nous sommes à quelques jours de l'examen, qu'il s'en va s'amuser, qu'il regarde la télé, si tant est que la télé ne lui projette pas des images et qu'il le mette dans une des émotions, comme ce que je viens de citer. Un candidat, par exemple, qui regarde à la télé une image. Une image, par exemple, peut l'amener, par exemple, à avoir du dégoût, à avoir de la tristesse. Quand il voit une image d'un parent ou d'un ami à lui qui est décédé, alors l'impression de ne plus jamais revoir cette personne crée de la tristesse chez ce candidat. Mais cet état de tristesse, naturellement, il va payer ça le jour de l'examen. Parce que l'examen est fait pour un candidat normal qui est neutre et qui vient travailler pour répondre que oui, j'ai été régulier au cours, oui, j'ai suivi tous les cours et qui assis dans une situation neutre et normale puisse rendre. Est-ce que là, on peut comprendre le comportement de ces candidats-là? Souvent, ce sont les candidats au baccalauréat qui s'isolent, qui se mettent un peu à l'écart de tout bruit, de tout mouvement, de tout monde. Oui, ces choses-là s'intensifient en fonction de l'importance que le candidat donne à l'examen qui est en face de lui. Et un candidat qui va au CEPE, aujourd'hui ceux qui vont au CEPE, c'est encore de petits enfants, c'est des bébés presque, c'est des petits enfants qui vont au CEPE, parfois ils ne sont pas conscients. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire. Et vous allez voir généralement dans leur cas, dans les milieux urbains, ces enfants, puisque les parents s'occupent d'eux, alors, puisqu'ils ne sont pas conscients de ce qui va se passer, ils se réveillent le matin comme tout le monde, on le réveille et il travaille comme il a l'habitude de travailler. Et les enfants n'échouent pas généralement dans ces conditions. Ça, c'est vrai. Ok? Oui. C'est pour vous montrer en réalité le rôle de l'émotion. Et lorsque les émotions rentrent en jeu, le candidat n'est plus la personne normale pour un examen.
Il y a des cas où le candidat, lorsque les émotions rentrent en jeu, que le candidat devient la bonne personne dans certaines mesures pour des concours. Mais dans certaines mesures, lorsque vous parlez du stress, par exemple, le stress dans certaines mesures crée de la dopamine qui aide un candidat qui va à un concours à se mettre en alerte pour pouvoir utiliser le peu de temps et faire beaucoup de choses. Dans certaines mesures, je dis, sinon c'est négatif. Négatif. Mais dans le cadre d'un examen, quand on prend un enfant qui va au CEP et qui vit dans une ville dont les parents ont mis, les parents moyens ont mis les conditions, l'enfant a été suivi, il n'est pas trop conscient de l'examen qu'il s'en va faire. Il se réveille, il va normalement comme il va à l'école tous les jours. Cet enfant a beaucoup plus de chances de réussir à cet examen qu'un enfant, par exemple, dans d'autres conditions où on le rend trop conscient de cet examen, il est préoccupé que de ce jour et on travaille que sur ça. Alors quand il va là-bas, il va passer beaucoup plus le temps à travailler pour ne pas échouer plutôt que travailler pour rendre le minimum qu'on lui demande. Mais est-ce que les coachs travaillent aussi sur des enfants en période, principalement en période d'examen, rien que de cette période? Oui, naturellement, c'est les périodes où les parents qui ont les moyens... sollicitent le plus. Oui, qui ont les moyens sollicitent nos services pour accompagner de façon individuelle leurs enfants. Et qu'est-ce que vous leur apprenez? C'est la gestion des émotions. Oui, ce que nous leur apprenons, c'est d'abord la prise de conscience du challenge qu'ils ont en face d'eux. Comme je viens de vous le décrire, il faut leur montrer en réalité ce que ça veut dire, la définition. Et qu'ils reviennent sur terre. Deuxième chose, il faut étudier avec eux les types d'émotions qu'ils doivent éviter pendant cette période. Et vous l'aviez dit, il y a la colère, il y a le dégoût. Il y a le dégoût, il y a trop de joie, il y a la peur. Oui, quand trop de joie, quand l'enfant est trop content, il n'arrive pas à maîtriser ses sens pour pouvoir se calmer et rendre ce qu'on lui demande. Donc, il a besoin d'être quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui exprime le bonheur, mais ça ne devrait pas être quelque chose de trop abondant pour l'empêcher d'avoir le contrôle de lui-même. Parce que les meilleurs candidats, c'est des candidats qui sont sereins, qui sont zen, qui réussissent à fournir juste ce dont on a besoin. Les meilleurs candidats, ce sont des candidats qui sont sereins, zen et qui fournissent juste ce dont on a besoin. Et la troisième partie de notre débat, et pour être zen, serein et fournir juste ce dont on a besoin, il faut savoir se conditionner au dernier jour. Et très rapidement, comment se conditionner? Le conditionnement doit être fait comment? Le conditionnement doit être sur 3 plans. Le premier plan, c'est le conditionnement physique. Le conditionnement physique d'un candidat qui se prépare pour un examen veut que le candidat puisse se mettre en situation de conditionnement physique, c'est-à-dire que ses muscles soient prêts à ne pas faire battre le cœur de façon anormale. Et ne pas faire battre le cœur de façon anormale suppose que, par exemple, vous faites du jogging, vous faites de l'activité tous les jours, mais pas de façon intense. Ce n'est pas le moment où il faut envoyer l'enfant aller courir sur un aire de jeu ou aller jouer pour se faire casser le pied. Non, même dans sa chambre où le candidat dormit, même dans son lit, il a des exercices qu'il fait qui lui permettent de se conditionner physiquement. Et le deuxième conditionnement pour les candidats, et l'avant-dernier, avant de laisser la parole, c'est le conditionnement de l'état d'esprit. Les candidats ont besoin d'être mis hors d'état des émotions que je viens de citer. Ce qui amène ces émotions-là, c'est ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu et ce qu'ils ont senti. Donc on doit préserver les candidats des émotions négatives aussi bien des émotions primaires, secondaires que liées à la société. Et la troisième chose, il faut que le candidat puisse être dans l'amélioration continue en maintenant un rythme normal d'apprentissage. Comme par exemple ces cours, c'est le moment où il faut les lire simplement. C'est le moment où il faut les bûcher. Non, c'est pas le moment où il faut les bûcher. Tu vas déranger le système. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Franchement. Donc vraiment, il faut que les parents se mettent dans ces états-là et qu'ils comprennent pourquoi un examen doit être un examen et qu'est-ce qu'il faut éviter au point de vue émotionnel et comment se conditionner ces derniers jours pour être le candidat normal. On n'a pas besoin, on ne veut pas savoir si tu es le premier à l'examen. On veut que tu sois au moins le candidat normal. Tu es la moyenne. Tout simplement. Que tu passes cette étape-là. C'est bien clair. Alors il faut exiger à ces parents-là qui, je dirais, exige aux enfants qu'ils doivent être parmi les 3 premiers au plan national et tout ça là, ça stresse les enfants. Franchement, on veut des candidats zen pour un résultat vraiment... Oui, des candidats sereins et qui travaillent pour juste avoir la moyenne. Tout simplement. Le jour de l'examen, c'est juste la moyenne. Juste la moyenne. Et ils feront plus, c'est sûr. Quand on leur dit ça, ils feront plus.
Merci beaucoup, coach Marcel Effon, pour toutes ces informations, tous ces conseils que vous apportez, non seulement aux candidats, mais aussi aux parents. C'est surtout eux, le grand rôle, c'est à votre niveau. Essayez de gérer les émotions avec vos enfants, essayez de ne pas leur faire vivre certaines situations en ces derniers moments, ces derniers jours des différents examens. Et ce sera tout pour l'Expert de ce soir.